De nombreuses années dans l'État de Floride, aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des faits de délinquance ou de criminalité. Même si les chiffres sont plutôt en baisse ces dernières années, il reste tout de même près de 300 personnes qui patientent dans le couloir de la mort, attendant d'être exécutées. Dans cet État, la condamnation à mort peut être votée par un jury et mise en place pour les individus accusés de meurtre avec préméditation. Il y a aussi les cambrioleurs, agresseurs sexuels, assassinats d'agents de police ou pour tout autre crime jugé comme particulièrement violent. Récemment jugé, Wade Wilson fait désormais partie de l'un de ces individus. Mais avant de nous tourner dans le cœur de l'affaire, on va s'intéresser à lui. On va remonter ensemble dans le passé pour savoir qui il était exactement. Le jeune Wade est né le 20 mai 1994 quelque part aux États-Unis. Dès le départ, son existence est déjà semée d'embûches qu'il n'a d'autre choix que de subir. Il faut dire que c'est un garçon qui n'a pas forcément été désiré. Ses parents avaient seulement 14 ou 15 ans lorsqu'ils ont découvert la grossesse. Longtemps, sa maman a dû lutter contre des problèmes de santé mentale et de dépendance à certaines substances. Manifestement proches de la religion chrétienne, les deux jeunes parents allaient régulièrement à l'église. Ils étaient accompagnés d'une famille avec qui ils avaient lié une relation, la famille Wilson. Voyant la stabilité de cette famille et la situation qu'ils étaient en train de traverser, une décision difficile et radicale fut prise pour le jeune Wade. Entamer des démarches afin que les Wilson l'adoptent. Ces derniers, déjà parents de 2 filles, étaient prêts à l'éduquer. Et ce ne serait pas un souci financièrement pour eux pour accueillir une nouvelle personne. Et c'est ainsi que Wade devient Wade Wilson. Et pour ceux qui se poseraient la question, son nom n'a strictement rien à voir avec le personnage de Marvel Deadpool. C'est juste une pure coïncidence. Enfin bref, les années passent et selon les dires de la famille adoptive, le jeune Wade Wilson était un enfant qui s'était très bien adapté dans son environnement, familial ou autre. C'était un garçon qui avait manifestement beaucoup d'énergie à revendre. À l'âge de 13 ans cependant, cette même famille rapporte que la personnalité de Wade a commencé à changer radicalement. Peu à peu, le garçon sage et vif serait devenu paranoïaque et se serait renfermé sur lui-même. Et il va même dire de son propre aveu que c'était devenu un gros consommateur de drogue. Sa paranoïa fut détectée à plusieurs occasions, notamment parfois alors qu'il était en famille à la maison. Il avait l'impression que des gens les surveillaient à travers les carreaux des fenêtres. Dans ces moments-là, il tenait à ce que les stores soient fermés. D'autres fois, il angoissait à l'idée de la présence de quelqu'un dans le garage. Paniqué, il aurait un jour prévenu son père, qui le prenant très au sérieux, avait fini par appeler la police. Mais jamais rien ni personne n'avait été retrouvé dans cette pièce. Une autre fois, la même année de ses 13 ans, son père aurait retrouvé de la drogue dans ses affaires. Très contrarié par cette découverte, il aurait pris contact avec les forces de l'ordre qui auraient emmené Wade. Le but était sûrement de l'impressionner, en espérant qu'il ne consomme plus. Il fut libéré le lendemain, mais la tentative fut un échec. Sur le plan de la scolarité, le jeune Wade était plutôt un bon élève. Il était semble-t-il également excellent en éducation sportive. D'ailleurs, entre l'enfance et l'adolescence, le jeune homme a subi de multiples blessures à la tête en faisant du sport. Certaines de ces blessures sont allées jusqu'à des commotions cérébrales plus ou moins légères. Toutes les petites informations que je vous cite ici sont très importantes pour la suite de l'affaire. Retenez tout parce qu'à la fin, j'ai hâte d'avoir vos hypothèses. En grandissant, le jeune Wade Wilson se transforme peu à peu en un solide jeune homme à la carrure imposante. Mais dans sa tête, il ne va pas bien du tout. Il va s'enfoncer progressivement dans un mal-être qui va l'entraîner dans le rejet des règles, du cadre ainsi que dans la délinquance. Pour commencer, il est mis à l'écart de l'école pour avoir vendu de la drogue. Mais ce ne sont que le début des ennuis pour lui. À partir de 2010, Wade était déjà accusé de 20 délits, notamment des agressions et des fraudes. À cause de ça, il fera des allers-retours en prison pour mineurs. À 18 ans et à 20 ans, Wade subit 2 accidents de voiture, dont un très violent qui lui cause une nouvelle commotion cérébrale. Au vu des circonstances et de ses nombreuses blessures crâniennes, tout au long de ces dernières années, il est préconisé de lui faire passer plusieurs tomodènes cytogrammes. Je vous vois venir. Qu'est-ce que tu racontes, Mogo? Tomodème cytogramme. C'est un sortilège ou... Non, sérieux, on dirait un sortilège dans Harry Potter. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Tomodème cytogramme. J'arrête de faire le con. Tomodème cytogramme. On dirait vraiment un sortilège. C'est un examen d'imagerie qui permet de reconstituer des images de votre cerveau à l'aide de rayons X. En gros, c'est un scanner cérébral. Pour Wade Wilson,
Ces examens n'ont jamais montré de fracture ou de saignement et donc a priori pas de conséquences. Durant toutes ces années, les parents biologiques de Wade n'avaient manifestement aucun contact avec lui. Ce n'est qu'à l'âge de sa majorité que Wade a décidé de renouer contact avec son père. Selon ce dernier, Wade l'appelait régulièrement pour parler ou lorsqu'il avait besoin de quelque chose, comme de l'argent. En 2018, alors que Wade a autour de 24 ans, il fait la rencontre sur internet d'une certaine Kelly Matthew. Entre eux, le courant passe tout de suite. Lors d'un entretien livré plus tard à la police, cette dernière qualifie Wade comme étant un homme charismatique et poli, et c'est justement ça ce qui lui avait plu. Très vite, ils entament donc une relation amoureuse et passent beaucoup de temps ensemble. Mais la relation vient à peine de commencer qu'il y a déjà quelque chose qui cloche. Pour commencer, Wade se présente à Kelly avec un autre nom, comme pour cacher son identité. Ainsi, des semaines durant, Kelly l'appellera Steven. Elle racontera plus tard qu'elle découvrira d'elle-même sa véritable identité, en tombant par hasard sur une lettre qui lui était adressée. Au bout de quelques mois, Wade commence à consommer de la drogue. Jusqu'ici, ce n'était encore jamais arrivé dans leur relation. Même s'il avait un passé de quelqu'un qui avait déjà consommé, il n'avait jamais franchi le pas en couple. Jusqu'à un jour où il va complètement déborder. Et là, on parle pas de drogue douce, non. On parle de crack fumé en pipe. À partir de là, les choses prennent un tournant dans le couple. Elle déclara plus tard que leur relation était devenue toxique, mais sans agression physique, du moins pour le moment. Début 2019, et avec l'aide de Kelly notamment, Wade accepte finalement d'entamer une cure de désintox dans un centre à proximité. Mais la démarche ne dure pas longtemps, car Wade finira par abandonner. Selon les dires de Kelly, Wade préférait se rendre dans un autre centre à Florida Keys, dans les îles de l'extrême sud de Floride. C'était un environnement paradisiaque et elle n'aimait pas cette idée. Difficile de dire pourquoi, mais de ce que j'ai compris, elle pensait qu'il avait plutôt dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un là-bas, peut-être une femme. Cette mésentente est déclencheur d'une dispute très violente, qui allait changer à jamais l'opinion de Kelly au sujet de Wade. À ce moment-là, le couple est dans un parking et Kelly raconte: « Je suis retourné dans la voiture et j'ai mis ma ceinture de sécurité. Et c'est là qu'il a commencé à m'étrangler. Il m'a étranglé 2 ou 3 fois. J'ai commencé à m'évanouir. Je paniquais. » La suite, Kelly la détaille sur une vidéo qu'elle publiera plus tard sur un autre réseau social. Elle explique que Wade était hors de lui. Il l'aurait attrapé puis emmené à l'arrière de la voiture. Il aurait ensuite sorti un couteau pour déchirer tous ses vêtements. Une fois fait, il s'était mis à l'agresser sexuellement. On ne sait pas exactement quand, mais ce monstre lui aurait également mordu la lèvre et le menton jusqu'au sang, comme on peut le voir sur ces photos. Après cet acte d'une cruauté inqualifiable, Wade attache une chemise autour de son visage pour l'empêcher de voir. Il lui met un bâillon pour l'empêcher de parler. Il va lier ses pieds et ses poings afin qu'elle ne bouge plus. Il se remet au volant et roule directement jusqu'au lieu où il désirait se rendre, les Florida Keys. Juste avant d'arriver à destination, Wade détache Kelly. On peut l'imaginer très choquée à ce moment précis. Elle n'attaque pas son agresseur. Une fois sur place, Wade arrête le moteur de la voiture. Il lui remet les clés et sort pour rejoindre une femme et part avec elle. Et puis c'est tout. L'histoire ne dit pas où ils sont allés. Ce qu'on sait, c'est que Kelly est désormais seule. Apeurée et désorientée, elle prend la décision de retourner directement chez elle en voiture. J'ai roulé à 160 km/h tout le long du chemin du retour, en espérant juste que je me ferais arrêter. J'aurais dû m'arrêter à une station-service ou quelque chose comme ça, mais je pensais que personne ne me prendrait au sérieux. Quand elle est enfin rentrée à la maison, avec sa mère, ils ont décidé d'appeler la police. Et Kelly s'est rendue directement à l'hôpital avec des adjoints du shérif. Ils ont récupéré un kit d'agression sexuelle et des photos de ses blessures ont été prises. Plus tard, Wade Wilson sera interpellé, mais celui-ci démentira formellement toutes les accusations. Malheureusement, par manque de preuves, il ne fera l'objet d'aucune poursuite. Là, c'est un immense coup dur pour Kelly et la famille Matthew. Dans le rapport, les agents en charge de l'affaire indiquent qu'il n'y a aucun témoin du crime présumé et qu'aucune preuve ne peut établir la véracité des propos de la présumée victime. C'est donc une parole contre une autre. Pour Kelly, le système l'a laissé tomber. Il n'a pas fait son travail. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire quelque chose d'aussi grave à quelqu'un d'autre et ne pas être enfermé pour ça. Tout ce qui est arrivé après aurait pu être évité s'il m'avait écouté, s'il l'avait mis en prison à l'époque.
Oui, vous l'avez compris, Wade Wilson en est loin d'avoir terminé avec sa brutalité. Désormais impuni et livré à lui-même, il est capable de tout. Et sachez que si on est là pour en parler, c'est qu'il va se diriger vers un destin très sombre. Quelques mois après l'agression de Kelly Matthew, le 6 octobre 2019, Wilson décide de passer la soirée dans un club dansant de Cap Coral, en Floride. Là-bas, il rencontre Christine Melton et flirte avec elle. Ils finissent la soirée ensemble et passent la nuit. Au matin, alors que Christine dort encore, Wade se lève sans faire de bruit. Il se place près d'elle, debout. Là, il positionne ses deux mains autour de son cou et serre de toutes ses forces. Christine a à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'elle s'évanouit. Mais cette fois-ci pour ne plus jamais se réveiller. Après son premier meurtre, Wade aurait volé quelques objets de valeur dans la maison. Puis pour finir, il s'est emparé de la voiture de Christine. Dans le jargon de la psychiatrie, on pourrait dire que Wade était en pleine phase de décompensation. En pleine folie meurtrière, il n'était plus lui-même. Au volant de la voiture volée, il rôde toute la matinée dans les rues de Cap Caporal, cherchant sa prochaine victime. Et ça pouvait tomber sur n'importe qui. Au détour d'une rue, il repère une femme seule. Elle s'appelle Diane Ruiz. Il est encore tôt et elle se rend à son travail. Elle est mère de 2 enfants et barman. Ce que va lui faire subir Wade Wilson est d'un incroyable sadisme. S'arrêtant à sa hauteur, il lui demande son chemin pour l'attirer. Après l'avoir convaincu de monter, il l'étrangle à mort comme Christine. Mais Diane est tenace. Voyant qu'elle ne meurt pas aussi facilement, Wade décide de la mettre sur la route pour lui rouler dessus. Plus tard, les expertises rapporteront que ce malade l'aurait écrasé entre 10 et 20 fois, avant que Diane ne rende l'âme définitivement. Entre 10 et 20 fois, vous vous rendez compte? Il va rouler sur elle entre 10 et 20 fois, jusqu'à ce qu'elle meure complètement. Ce mec était un véritable monstre. Après ça, il cachera son cadavre dans un champ, où elle sera retrouvée 3 jours plus tard, en proie aux animaux sauvages. Tout ce qu'on entend ici est vraiment affreux, et d'une violence inouïe et gratuite. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Cette pauvre femme n'avait rien demandé et elle a été prise pour cible. Je vous promets que quand j'entends des histoires pareilles, je me dis qu'on vit dans un monde de fous. J'ai beau avoir fait de nombreuses histoires sur la chaîne, toujours je me répète dans ma tête, mais cette société est vraiment dangereuse. Il y a des gens vraiment pas nets qu'on ne doit absolument pas rencontrer. Je veux pas vous rendre parano, mais ça fait putain de peur. Tu vis ta vie tranquillement avec tes soucis, tes projets, tes rêves, tu vas banalement au travail un matin, et là, tout est réduit à néant car tu as voulu aider quelqu'un. En voulant simplement aider un parfait inconnu, ton existence prend fin et de la pire des manières. Donc vraiment mes amis, et vous allez me dire, non, ça peut pas m'arriver, je vis dans une ville en toute sécurité. Franchement, faites attention à vous. Ces choses-là, ça peut nous arriver quand on s'y attend le moins finalement. Et franchement, profitez de cette vie, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Enfin bon, reprenons. Comme je le disais plus tôt, Diane Ruiz était mère de 2 fils, un de 29 ans et l'autre de 19 ans. Pour dire quelques mots en sa mémoire, ses collègues se souviendront d'elle comme n'ayant jamais manqué un quart de travail au cours de ses 5 années en tant que barman. Diane sera décrite comme étant un cœur battant, qui a toujours soutenu son prochain. Elle avait cette personnalité qui était vraiment magnifique. Elle avait ce rire très fort, qu'on pouvait entendre à 1 kilomètre de distance. Elle était âgée de seulement 43 ans. J'aurais souhaité dire quelques mots pour Christine également. Mais hormis le fait qu'elle avait 35 ans, il n'y a que très peu d'informations sur ce que fut sa vie avant le drame. On lui souhaite néanmoins, tout comme Diane, de reposer en paix, et ce quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et beaucoup de courage à leur famille dans cette épreuve. La tuerie aurait pu s'arrêter là, mais Wade Wilson n'a pas encore éveillé de soupçons. Il reprend donc le volant de la voiture de Christine, à la recherche d'une nouvelle proie. Cette fois, il sait où il va. Chez une ancienne petite amie, Mila Montanez. Selon certains médias, Mila aurait pu subir quelques actes de violence de sa part dans le passé. Elle n'habite pas loin, et il faut que quelques dizaines de minutes au tueur pour retrouver sa trace. Wade tente alors de la traîner dans la voiture, mais Mila se débat férocement, et heureusement, elle parvient à s'enfuir. Elle était à 2 doigts de se faire attraper par ce monstre. Et comme c'était un échec, l'agresseur repart de son côté. Dans les heures qui suivent, la police est lancée à sa recherche. Le lendemain, 8 octobre, il est interpellé puis arrêté. À partir de là, Wade ne sera plus remis en liberté. Et c'était une bonne chose. Cette fois-ci,
Il est difficile pour Wilson de simplement nier les faits qui lui sont reprochés. Et de toute manière, il ne semble même plus avoir la volonté de démentir. Donc il choisit d'admettre la vérité lors de son premier entretien. Il avoue les 2 meurtres et l'agression envers Mila. Il admet ces 2 meurtres lors de son premier entretien avec la police. Il se confie également à son père biologique dans une déclaration glaçante. Selon ce dernier, Wade aurait parlé de ces tueries avec une grande excitation dans la voix et avec le désir non dissimulé que son père ressente la même chose que lui. Par la suite, Wilson se rétractera sur ses aveux, peut-être sur conseil de ses avocats ou pour une autre raison. Mais son père biologique témoignera quand même contre lui lors du procès. L'échange avec Wade l'avait beaucoup marqué et il pense qu'il aurait tué à nouveau. C'était sûr selon lui. Pour lui, c'était mieux pour tous qu'il soit enfermé et surveillé. Et j'avoue que c'était une décision assez sage au vu des circonstances. Parce que je rappelle que ce malade a tué 2 personnes et il a failli en tuer 3. Et qui sait ce qu'il aurait pu faire d'autre s'il n'avait pas été arrêté. On était clairement sur la naissance d'un nouveau tueur en série. En prison, Wade est suivi, mais son comportement semble se détériorer. Alors qu'il est en attente de son procès, le double meurtrier se tatoue une grosse croix gammée sur le côté du crâne et une plus petite sur le visage. Dans son dossier, il est noté qu'il s'est lié à un gang carcéral, celui de la suprématie blanche appelé Unforgiven. Interrogé sur ce point lors d'une interview téléphonique, il refuse d'aborder ce sujet. Wade reste relativement secret sur beaucoup de choses, et ses idéologies en font partie. Difficile donc de dire si ce tatouage est une provocation, une contrainte pour se faire accepter d'un groupe de prisonniers, ou la manifestation d'une conviction véritable. Au cours de ses longs mois derrière les barreaux, Wade Wilson rencontre quelques psychiatres qui lui diagnostiquent un certain nombre de troubles. On peut lire dans les dossiers de la prison que Wade souffre notamment de dépression, d'anxiété, de troubles schizoaffectifs, qui est une combinaison de troubles bipolaires et de la schizophrénie, mais aussi des troubles de déficience et d'une personnalité antisociale. En dépit de ces traitements, ces difficultés déjà présentes dans la société civile ont tendance à s'empirer en prison. Wade peut ainsi s'attirer de nombreux problèmes comme des bagarres avec les autres détenus. Au cours de certaines d'entre elles, il a de nouvelles blessures à la tête et il va même se faire casser quelques dents. Un jour, 3 prisonniers l'ont roué de coups. Toutes ces aventures ne l'aident pas à aller mieux, bien au contraire. Le docteur Iman Ensenstein, un neuropsychologue, et le docteur Mark Mills, psychiatre légiste, effectuent une batterie de tests sur Wade. Ils croisent leurs résultats avec les informations recueillies dans ses dossiers scolaires et ses anciens tomoden cytogrammes. Je vous promets, je m'y ferai jamais à ce nom. Et dites-moi si vous avez déjà entendu ce test auparavant. Et essayez de le dire, tiens, et envoyez-moi le vocal sur Instagram en privé. J'ai envie de vous voir galérer aussi, bande de fourbes. Bref, les docteurs s'adressent également à sa famille adoptive. Le but étant de récolter un maximum d'informations sur le double meurtrier, afin d'établir le diagnostic le plus précis possible. Après de nombreuses heures de travaux, le docteur Ensenstein conclut que Wade Wilson souffre probablement d'une déficience importante du lobe frontal, affectant les fonctions exécutives. À savoir que le lobe frontal renferme la partie du cerveau qui est responsable du contrôle des impulsions, aussi de l'organisation, de la résolution de problèmes, de la régulation émotionnelle et de la motricité. Par ailleurs, il conclut également d'une déficience du côté droit du cerveau. De son côté, le Dr Mills conclut que Wade souffre d'un trouble psychotique. Il ne sait pas comment le définir plus précisément, étant donné que Wilson n'était pas coopératif lors des entretiens. Ce sont tous ces éléments qui seront rapportés et utilisés pour la défense de Wade lors de son premier procès. Mais l'accusation les contestera, en déclarant que les tests tomoden cytogrammes effectués par Wade après son accident de voiture n'avaient absolument rien révélé. Et peut-être que sa consommation excessive et prolongée de drogue pourrait être l'explication de ses comportements et symptômes présentés. À l'issue de son procès, Wade est reconnu coupable des 2 accusations de meurtre au premier degré, ainsi que de vol qualifié, de coups et blessures et de cambriolage. En 2020, Wilson et son compagnon de cellule sont accusés d'avoir trafiqué une fenêtre de leur cellule pour tenter de s'évader. Wilson, reconnu comme le principal planificateur et instigateur de ce plan, aurait également essayé de mettre en place une voiture de fuite près de la prison. En 2023, 2 sacs à fermeture éclair sont découverts à l'extérieur de la prison et sont testés positifs à la méthamphétamine. Il est soupçonné que ces drogues auraient pu alimenter un trafic dans la prison. Il y a très peu d'informations sur cette histoire, mais on sait
c'est que Wade était impliqué et que forcément tout ça s'ajoute à son dossier. Une autre fois, un détenu aurait essayé d'engager Wade pour l'aider à orchestrer un meurtre sur l'ex de ce détenu. Mais Wade a eu le bon réflexe, celui de le signaler au personnel pénitentiaire. Bref, la vie carcérale de Wade n'est pas de tout repos. Du fond de sa cage, il écrit de nombreuses lettres à une chaîne américaine, dans l'espoir d'obtenir une interview et un peu d'attention pour se défendre. Au cours d'un entretien vidéo, il déclare qu'il était en réalité victime d'un coup monté, entièrement orchestré par un réseau de crimes organisés dont il faisait partie lorsqu'il était libre. Selon ses dires, son rôle à lui était de préparer des femmes pour cette organisation. Mais alors qu'il avait décidé de partir de ce réseau, il prétend que celui-ci aurait fait en sorte qu'il soit accusé de ces 2 meurtres, en guise de punition pour avoir tenté de fuir. Il déclare notamment que ce réseau est responsable de trafic humain et de vente de drogue. À l'écoute de ce récit, les autorités sont très sceptiques. Ils ne croient pas vraiment à l'existence de ce réseau. Pour eux, il n'existe pas. Alors ici, soit Wade délire complètement, soit il dit la vérité, soit il ment pour essayer de se sauver comme il peut. À l'issue de sa dernière comparution en juin 2024, il est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. À cette occasion, 10 des 12 jurés ont voté qu'il devrait être mis à mort pour le meurtre de Diane Ruiz. Et 9 des 12 ont voté également pour sa mort dans le meurtre de Christine Melton. À savoir qu'en Floride, la loi exige que 8 jurés votent en faveur de la peine de mort pour que celle-ci soit imposée. Cette sentence serait donc actée. Wade Wilson devra mourir. Mais son avocat ne baisse pas les bras pour autant. Celui-ci demande un nouveau procès. Il cite des changements récents dans la législation, concluant que la recommandation de mort du jury violerait les droits constitutionnels. Il affirme que le tribunal a commis une erreur au sujet de cette loi de l'État de Floride, qui permet à un jury de recommander la mort si au moins 8 jurés votent en faveur. Il indique qu'avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la recommandation de mort d'un jury nécessitait un vote unanime des jurés. Et ce qui est dit est vrai, sauf que sur la base de quelques recherches, dans des articles américains, il semblerait que cette loi des 8 jurés soit applicable depuis 2023. Donc Wade serait forcément concerné ayant été jugé après 2024. Mais bon, peut-être que certains détails nous échappent. Laissons faire les professionnels qui connaissent beaucoup mieux la Constitution américaine. Parce qu'avec toutes ces lois qui arrivent, qui disparaissent, ça devait être un gros bordel. Et sur la base de cet argumentaire, Wade Wilson et son avocat demandent donc soit un nouveau procès, soit un jugement d'acquittement pur et simple. Mais tout ça, cette demande ne pourrait servir à rien. Les jurés ont voté et la sentence devrait être irrévocable. Ainsi, si tout se passe comme prévu, Wade Wilson sera exécuté soit par chaise électrique, soit par empoisonnement, le 23 juillet 2024 dans la prison de Rayford, dans l'état de Floride. Et à la date où cette vidéo est postée, il est peut-être déjà mort. Et si vous voulez que je vous donne l'info et qu'on puisse discuter de cette affaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram Mogota-sama. Sur ce, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, j'ai hâte qu'on puisse débattre. Et maintenant, on passe directement à notre histoire bonus. Let's begin. Bryan Kohberger est né le 21 novembre 1994 à Albrightsville en Pennsylvanie. Et je vous arrête de suite, je vous vois venir avec votre regard et votre écoute insistante sur le nom de famille. C'est comme ça que ça se dit, Kohberger, Kohberger. Donc je le dis à l'américaine, parce que c'est comme ça que ça se dit. De toute façon, je vais pas le dire comme ça, Kohberger, ça va trop me faire penser à de la... Bref, ça va trop me faire penser à de la bouffe. Donc voilà, je continue. Donc je disais, Bryan Kohberger est le plus jeune enfant et fils unique de Michael. Son père a 67 ans et sa mère Marianne en a 62. Avec ses 2 sœurs aînées, Amanda et Melissa, le jeune Bryan a été élevé en grande partie dans la ville de Effort. Par la suite, toute la famille a déménagé dans une communauté privée d'Indian Mountain Lake à Albrightsville. Tout au long de l'enfance de Bryan, ses 2 parents travaillaient pour le complexe scolaire de Pleasant Valley. Certains articles mentionnent que Michael, son père, avait été agent d'entretien pour le complexe de 2006 à 2019. Concernant Marianne, sa mère, elle était une paraprofessionnelle. Elle aidait les élèves ayant des besoins spécifiques jusqu'en 2020 environ. Ceux-ci sont décrits comme très aimables par leur entourage. Ils offrent à leurs enfants une éducation plutôt chrétienne. Et ils sont issus de ce que l'on nomme la classe moyenne américaine. Étant donné le travail de ses parents,
C'est donc tout naturellement que Brian étudie au lycée de Pleasant Valley. Certains de ses proches le décrivent à ce moment-là comme un adolescent terre-à-terre et en surpoids à la fin de sa première année. J'imagine que ça n'a pas dû être facile pour lui parce que les différences quand tu es enfant, c'est terrible. Tout ce qui est harcèlement quand tu es trop maigre, trop gros, juste un peu différent. Et les enfants, c'est des monstres, ils sont trop fourbes. Donc je pense que c'était une phase un peu dure pour lui. Mais au fil des ans, son état physique et son état mental connaissent beaucoup de changements. Selon les mots de l'un de ses anciens amis, Nick McLaughlin, Brian aurait perdu un nombre de kilos considérable et serait devenu plus mince qu'un rail. Mais ce n'est pas tout. Associé à ça, le jeune homme est devenu plus agressif dans sa personnalité. Nick et lui avaient été des amis pendant leur adolescence. Ils passaient alors la moitié de leur journée au lycée et l'autre moitié à suivre des cours de chauffage et de climatisation dans une école professionnelle du comté de Monroe. À côté de tout ça, Brian s'était mis à suivre des cours de boxe. Et selon Nick, il avait hâte de mettre ses nouvelles compétences à profit. Il voulait se déchaîner sur un ring ou dans la vraie vie, on ne sait pas vraiment. Mais Nick va raconter la chose suivante. Il a toujours voulu combattre quelqu'un, il intimidait les gens. Nous avons commencé à le couper de notre groupe d'amis parce qu'il n'était pas celui que nous connaissions. Il était devenu une personne très différente. Il ajoute qu'un tel changement de personnalité était une surprise totale et un mystère pour eux. L'amitié ne tiendra malheureusement pas sur le long terme. Brian ne va pas changer sa nouvelle personnalité qui semble lui convenir parfaitement. À l'école, il n'y a rien à dire, Brian excelle. Ses notes sont très satisfaisantes et il gravit les échelons sans problème particulier. Il obtient son baccalauréat en 2013. Pour se faire un peu d'argent en même temps, Brian travaille dans l'ancien complexe de son lycée, comme ses parents. Là-bas, il y est engagé comme agent de sécurité. En parallèle, il intègre l'université privée et catholique de DeSalle, à quelques dizaines de minutes de chez lui. Là-bas, il étudie la psychologie durant quelques années. Sa scolarité se déroule a priori convenablement. Ses notes sont toujours aussi bonnes et Brian se fait quelques nouveaux amis. En 2020, il obtient sa licence de psychologie. Puis ensuite, il entame une maîtrise en justice pénale. Il a alors environ 26 ans. En 2021, alors au cœur de son cursus, Brian met un terme à son emploi d'agent de sécurité, puis consacre son temps à étudier. Il s'intéresse énormément au contenu des cours et travaille en parallèle sur un sujet qui le taraude. Il se demande comment les émotions et les traits psychologiques peuvent influencer la prise de décision lors de la perpétration d'un crime. Dans le même temps, sur Reddit, un site web communautaire américain de discussion et d'actualité sociale, l'utilisateur du nom de Bryan Kohberger apparaît. Et un sujet est posté sur le forum par ce dernier. Ce sujet mentionne une recherche pour une étude universitaire et qu'un recrutement pour participants à la recherche est mis en place. Aujourd'hui, les messages ont été supprimés et la police ne saurait dire si ce profil correspond bien à notre Brian. Car même si cet utilisateur s'est identifié comme un étudiant en justice pénale à DeSalle et que cela paraisse évident au premier regard, tout cela reste encore à prouver. Au printemps 2022, le jeune homme décroche finalement sa maîtrise. Ses parents sont très fiers de son parcours et voient que leur aîné ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour cause, il envisage de s'inscrire à la prestigieuse université d'État de Washington, à l'autre bout du pays afin de poursuivre son cursus. Dans sa ligne de mire, le doctorat en criminologie. Ses parents acceptent et le voilà parti pour la capitale. Pour le moment, vous devez penser que Bryan Kohberger n'a strictement rien de suspect et vous avez raison. Quand on creuse son parcours, il ne semble pas avoir le profil d'un quelconque tueur psychopathe, à l'image de ceux dont nous avons déjà pu parler dans d'autres vidéos. C'est un étudiant relativement sérieux et impliqué, inséré socialement bien qu'un peu solitaire, et ayant manifestement des projets pour sa vie future. Ce qu'il y aurait d'éventuellement équivoque dans la personnalité de Brian, c'est son comportement. Dans son université de DeSalle, c'est un garçon suffisamment brillant pour être devenu à un moment l'assistant d'une des éminentes professeurs de criminologie. Si l'on en croit les articles écrits à ce sujet, Brian aurait eu à plusieurs reprises l'occasion de noter ses camarades de classe, ou plutôt de donner son avis sur leurs travaux d'une façon entre guillemets officielle. Et selon certains de ses camarades d'élèves, Brian avait une curieuse façon de noter. Dans un premier temps, il était plutôt très sévère dans sa manière de donner ses appréciations. Dans un second temps, il pouvait lui arriver d'exprimer certains airs de défi avec les autres étudiants. Il semble avoir un tempérament relativement affirmé. Il ne laisse pas passer beaucoup d'émotions à travers son regard froid. Mais cette attitude ne fait pas forcément de lui un tueur en série. Ou alors si c'est le cas, il y en aurait beaucoup autour de nous. De façon positive ou non, les apparences peuvent être interprétées de manière trompeuse. À Washington, Brian effectue son premier semestre avec brio.
Il a bien choisi ses études qui semblent le passionner et il s'est fait quelques connaissances. Le jeune homme de 28 ans semble s'être lancé pour une scolarité prometteuse. Mais comme vous vous en doutez, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Quelque chose d'horrible va se produire et nous, on va le découvrir. Nous sommes le 13 novembre, dans une ville de l'état d'Idaho du nom de Moscou, à seulement 15 minutes de la Washington State University. Des étudiants sont en train de rentrer de chez eux après une soirée. Il est environ 2 heures du matin et la soirée a été bonne. Il est maintenant temps pour eux d'aller se reposer. Ils rejoignent leur colocation, une maison dans laquelle ils vivent à environ 5 étudiantes. Cette nuit-là, ils sont 6 dans la maison. Kyle Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle, son petit ami Ethan Chapin et leur chien. Il y avait aussi Bethany Funk et enfin Dylan Mortensen. 2 heures passent et tout le monde est couché ou presque. Une des étudiantes, Xana, est encore sur son téléphone. Elle est en train de commander quelque chose. Quelques instants plus tard, on sonne à la porte. C'est une livraison de nourriture. Xana récupère sa commande et remonte dans sa chambre pour manger, puis se recoucher. Une de ses colocataires l'entend jouer avec son chien, puis plus rien. Le calme revient dans la maison, mais pas pour longtemps. Quelques minutes vont passer lorsqu'une des colocataires du nom de Dylan Mortensen se réveille soudainement. Elle pense avoir entendu une de ses amies des chambres voisines, qui se nomme Kyle, avoir posé une question. « Il y a quelqu'un ici ?» Cette phrase dite relativement fort à 4 heures du matin ne rassure pas Dylan. Elle s'empresse d'ouvrir la porte de sa chambre pour faire quelques pas dans la maison obscure afin de s'assurer que personne n'est là. Mais tout est silencieux, elle ne voit personne. Elle retourne donc dans sa chambre, mais une nouvelle fois, un son vient troubler la tranquillité de la maison. Cette fois-ci, Dylan est sûre de ce qu'elle entend. Ce sont des pleurs, et elles proviennent de la chambre de Xana Kernodle. À nouveau, Dylan s'aventure hors de sa chambre pour écouter attentivement. Les pleurs continuent, et tout d'un coup, une voix, celle d'un homme. Il prononce une phrase difficile à comprendre, qui semblerait à « Ça va ? Je vais vous aider ». Mais en entendant cela, Dylan ne panique pas. Il se dit que c'est peut-être Ethan. Dans une déclaration faite plus tard, la police dira que cette voix et ces pleurs auraient pu provenir également du téléphone de Xana. Des historiques de son portable montrent qu'elle utilisait l'application TikTok à environ 4h12 du matin. Bref, reprenons, Dylan retourne se coucher pour la 2e fois. 5 minutes plus tard, un bruit sourd est entendu dans la maison. Ensuite, il y a des gémissements. Cette fois-ci, le chien se met à aboyer. Dylan se lève une 3e fois, bien décidée à comprendre ce qui se passe. Mais alors qu'elle s'aventure dans le couloir, son corps se fige, son sang se glace. Face à elle, une ombre massive. Elle se rapproche. Dylan est épouvantée, elle ne peut plus bouger ni prononcer le moindre mot. Mais ses yeux et son cerveau fonctionnent correctement. Elle est bien éveillée et peut distinguer que c'est un homme qui est face à elle. Il est habillé tout en noir et son visage masqué ne laisse apparaître que ses yeux et ses sourcils broussailleux. Il est plutôt grand et maigre, de carrure légèrement athlétique. L'homme passe juste à côté d'elle sans sembler lui prêter attention. Il va maintenant vers la porte-fenêtre coulissante. Dylan reprend ses esprits et court s'enfermer dans sa chambre. La nuit passe et étrangement, celle qui s'est retrouvée face aux visiteurs nocturnes n'a toujours pas appelé la police. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Dylan à ce moment-là. Je pense qu'on se doute tous qu'elle a eu peur à ce moment-là et que cette peur était si intense qu'elle l'aurait peut-être assommée de fatigue. Ou alors peut-être qu'elle n'a simplement pas réalisé la gravité de ce qui venait de se passer. Toujours est-il qu'au matin du 13 novembre, la plupart de ses colocataires sont toujours dans leur chambre. Seules Bethany Funk et elle sont levées. Il est maintenant presque midi et toujours ce silence pesant provenant des autres chambres. À 11h58, elle décide finalement d'appeler le 911. Ici, il n'est mentionné nulle part dans les articles de presse que les 2 jeunes filles de 21 ans étaient déjà au courant de ce qui s'était réellement passé durant la nuit, avant que la police n'arrive. Mais si Kyle, Madison, Xana et Ethan sont silencieux depuis des heures, ce n'est malheureusement pas parce qu'ils dorment. En pénétrant dans leur chambre, la police fait de macabres découvertes. Ils ont tous été poignardés. C'est une véritable horreur. La maison est déclarée scène de crime et une enquête est directement ouverte. Beaucoup de sang est retrouvé et un objet intéressant, un étui de couteau. Mais le couteau reste introuvable.
Les premiers témoignages à être recueillis sont ceux de Bethany et de Dylan. Avec émotion, elles expliquent tout ce qu'elles savent, surtout Dylan. Elles vont raconter tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit, les bruits, les pleurs, la voix, puis la rencontre avec l'homme habillé en noir. La police collecte tous ces précieux renseignements afin d'établir la chronologie que nous connaissons désormais. Le meurtre aurait donc eu lieu entre 4h et 4h25. Les caméras du voisinage ont également enregistré certains bruits nocturnes, attestant les dires des deux étudiantes. Les aboiements du chien et le bruit sourd vers 4h15. Un détail légitime dérange cependant la police. Le temps de réaction de Dylan. Il trouvait ça bizarre. Elle dit avoir été nez à nez avec l'homme en noir et d'avoir été figée. Sans être nécessairement un assassin, il aurait pu être un cambrioleur, donc il trouvait ça louche. En fait, ce qu'il trouve bizarre ici, c'est qu'à ce moment-là, elle n'a pas choisi d'alerter qui que ce soit. Donc c'était très bizarre à leurs yeux. Et franchement, je pense que ça se comprend, parce qu'on aurait tous appelé les flics à ce moment précis. Parce qu'un homme vêtu de noir chez toi, crois-moi, soit c'est Mogo Junior, soit c'est la police, directement. Donc là, le fait qu'elle ne les appelle pas, il y a de quoi se poser des questions. Et pourtant, il n'y a pas réellement d'explication à cela, seulement des hypothèses. L'alcool encore présent dans le corps, la peur, ne pas savoir quoi faire ou peut-être même le déni. On peut aisément imaginer que Dylan et Bethany s'étant levés tard et essayaient plusieurs fois de frapper aux portes des chambres de leurs colocataires. Mais n'ayant aucune réponse et repensant à l'homme de cette nuit, elles auraient eu peut-être peur de découvrir ce qui se cachait derrière ces portes. Ce qui les aurait poussées à appeler des amis pour obtenir un avis extérieur à l'attitude qu'il fallait adopter. Elles ont seulement 20 ans, tout comme leur ami défunt. Elles n'ont probablement jamais été confrontées à ce genre de choses. Mais ce ne sont que des suppositions. On n'a aucun article qui donne des détails précis à ce sujet. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les deux jeunes filles coopèrent avec les autorités et qu'elles sont rapidement écartées de tout soupçon. Une source policière l'affirme en ces termes. Nous sommes vraiment convaincus que Dylan Mortensen n'a pas d'implication avec les événements tragiques du 13 novembre. Nous regardons les faits à travers le prisme d'adultes rationnels. Et parfois, certaines choses n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est une fille de 20 ans, et nous ne savons pas ce qu'elle faisait, si elle avait peur. C'est la conclusion de la police, du moins pour l'instant. Comme nous le disions en début de vidéo, l'enquête n'est toujours pas terminée. Sur le lieu du massacre, les médecins légistes font maintenant leur travail depuis plusieurs heures. Des échantillons ADN sont prélevés et étudiés. Bientôt tout le quartier est interrogé. Certains font allusion à une berline blanche, peut-être la même que celle filmée par les caméras de surveillance. Les investigations avancent à grands pas. Il y a déjà quelques éléments concrets que la police espère suffisants pour débusquer le ou les coupables. Un ADN qui n'appartient ni à aucun étudiant, ni à un individu déjà fiché vient d'être identifié par le labo. Les bandes d'enregistrement des caméras sont toutes récupérées, afin de retracer l'itinéraire de la berline blanche. Le travail est minutieux, mais il finit par apporter des réponses. Il s'avère qu'aux environs de 4h25 du matin, et donc peu après la rencontre de Dylan avec l'homme en noir, la fameuse berline, une Hyundai Elantra blanche pour être exact, est enregistrée en train de rouler près de la maison des étudiantes à vitesse élevée. Elle semble quitter la zone, donc les voisins disaient vrai. Une heure plus tard, vers 5h25 du matin, la même voiture blanche est filmée par 5 caméras de surveillance publiques de Pullman, ainsi que sur le campus de la Washington State University. Peut-être qu'il y avait d'autres pistes et d'autres indices à explorer ici, mais la police reste encore pour l'instant discrète sur ces éléments. Quoi qu'il en soit, plus d'un mois durant, la police est à la recherche de cette voiture. Pendant plus d'un mois, les familles des victimes et tous les habitants de la ville de Moscou verrouillent leurs portes à double tour. Cela n'arrive pas qu'aux autres. L'assassin est encore en liberté et il peut frapper de nouveau à tout moment. En plus du traumatisme des tueries, cette situation est très difficile à vivre pour beaucoup. Pendant ce temps, dans l'état voisin de Washington, Brian Koberger continue d'aller normalement à l'université. Mais ses camarades notent quelques comportements étranges. Brian a l'air différent de d'habitude. Déjà, il laisse pousser un peu sa barbe. Un des étudiants l'a ainsi décrit comme étant, comme qui dirait, moins soigné, alors qu'habituellement, il était plutôt rasé de près. Attendez une seconde, ça veut dire que moi avec ma barbe là, que je laisse pousser un petit peu, je suis pas soigné? On va pas s'entendre, hein. L'étudiant là, attends-toi. Bref, j'arrête mes bêtises, on reprend. Il y avait certes sa barbe, mais pas que ça. L'étudiant en criminologie ne donne pas l'impression qu'il a envie d'être là. Il semble préoccupé, voire démotivé. Son caractère est plus incisif. Cela se ressent dans ses interactions avec les autres. En un mot, il n'a pas l'air du tout d'être bien. Mais à nouveau, cette attitude nouvelle ne prouve rien.
Le 15 décembre 2022, à exactement 15h50, un agent de police est posté sur un axe routier très fréquenté de l'État d'Indiana. Une voiture attire son attention. Elle est blanche et de marque Hyundai. Elle passe devant lui à vitesse élevée et elle est beaucoup trop proche des autres automobilistes. Il décide de l'arrêter pour procéder à un contrôle. Il se penche pour parler aux deux hommes présents dans le véhicule. Sa caméra embarquée est en train de filmer un jeune homme de 28 ans, Brian. À côté de lui, son père Michael. Ils rentrent tous les deux dans la maison familiale de Pennsylvanie pour quelques jours. La voiture de Brian est donc la même présente dans les enregistrements de vidéosurveillance. Mais l'agent sur le moment n'en tient absolument pas rigueur. Le lieu du crime est beaucoup trop loin, à des centaines de kilomètres. Il n'est peut-être même pas au courant que la police d'Idaho est en recherche active de ce véhicule depuis un mois. Ajoutons que cette voiture est relativement commune, ce qui rend la recherche probablement d'autant plus pénible. L'agent laisse donc repartir les deux hommes après un avertissement. Mais pendant ce temps, dans l'Idaho, la police a énormément avancé dans l'enquête. Le travail fourni a été colossal. En près d'un mois et demi, elle a reçu pas moins de 18 000 informations liées à l'enquête et a mené plus de 300 entretiens avec diverses personnes. Et au bout du compte, elle est enfin parvenue à retracer la piste d'un homme qui serait le propriétaire de la fameuse voiture. Un étudiant de la WSU de Washington, à seulement 15 minutes de Moscou et du lieu des assassinats. Ils ont maintenant son nom et son adresse. Il se trouve qu'en ce moment, il est retourné chez ses parents. Il faut agir vite, mais avec une grande prudence. Ainsi, le 30 décembre, de gros moyens sont déployés. Une équipe du raid est mobilisée en Pennsylvanie. Des policiers repèrent la voiture de Brian et la suivent jusqu'au domicile familial à Chestnut Hill Township. Là, ils se garent à distance et décident d'attendre patiemment pendant plusieurs heures. Ils sont là sans bouger, juste à observer de loin. Mais rien ne se passe, ni Brian ni ses parents ne se manifestent. À 1h du matin, ils décident de passer à l'action. Les agents du raid encerclent la maison et au signal, ils entrent. Les vitres des fenêtres sont brisées et les portes enfoncées. L'objectif, provoquer un effet de surprise, mais le plus important, que personne ne s'échappe. Et cela fonctionne, Brian Kohberger est arrêté, sous les yeux ébahis de sa famille et du voisinage. Rapidement, son ADN est comparé à celui retrouvé à Moscou, et les deux coïncident. Brian est emmené en détention provisoire. Pour la police, il devient le suspect numéro 1. La police le place en détention provisoire dans une prison du comté de Monroe, dans le même état de Pennsylvanie. Il se trouve que la police de l'université, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, les campus universitaires ont leur propre police. Ça, faut le savoir. Alors pas toutes, mais certaines. C'est assez surprenant quand on le sait pas. Donc la police de l'université a par la suite aidé les autorités à exécuter des mandats de perquisition dans le bureau de l'appartement de Brian, tous deux situés sur le campus Pullman de l'école. Mais malgré cela, à ce jour, la police recherche toujours l'arme des crimes. Sur certains médias américains, la famille d'une des victimes, Kyle Goncalves, déclare qu'elle ne connaissait pas Brian Kohberger. Il en est de même pour les autres familles qui n'avaient jamais entendu parler de cet homme. Les familles étaient heureuses, soulagées et reconnaissantes qu'une arrestation s'est produite. Le mardi 3 janvier 2022, Brian est auditionné devant un tribunal de Pennsylvanie. Il est vêtu d'une combinaison rouge et ses mains sont enchaînées devant lui. Son visage ne montre que très peu d'émotion. Au moment de son entrée dans la salle, sa famille est déjà présente et au premier rang. Sa maman et sa sœur se tiennent l'une à l'autre, ne pouvant s'empêcher de retenir leurs larmes, tant l'émotion est grande, et on peut les comprendre. Difficile d'imaginer être une seconde à la place de ceux qui partagent sa vie depuis sa naissance, pensant tout connaître de sa personnalité. Difficile d'imaginer le poids de cette incompréhension qui doit leur écraser le cœur. Un être que l'on aime plus que tout et que soudainement qu'on accuse de meurtre, de 4 meurtres. Chercher à comprendre cela en tant que parent, c'est se risquer à se heurter contre de déchirantes désillusions, et bien plus encore. Là, le verdict tombe rapidement. Brian va nier sans grande conviction, et ça va renforcer un peu le sentiment de culpabilité à son égard. Un peu plus tard, lorsqu'on lui demandera ce qu'il était venu faire dans la ville où les étudiants avaient été tués, car sa voiture y avait été aperçue, il répond en plaisantant « Le shopping est meilleur dans l'Idaho ». Est-ce que c'est une blague de mauvais goût sortie de la bouche d'un individu innocent qui sait qu'il ne risque rien, ou une provocation pure et simple venant d'un criminel qui a mentalement dérivé depuis longtemps, ou peut-être une réponse naïve et totalement à côté de la réalité? Cette vérité finira par se savoir, tôt ou tard. À part ça, aucun mobile semble n'avoir été évoqué. Du moins, c'est le discours des autorités pour l'instant. Ils ne connaissent pas encore la raison pour laquelle Brian a agi de la sorte. Quoi qu'il en soit, c'est fait.
Le nom de Bryan Kohberger est officiellement donné à la presse, qui s'empresse de le communiquer au public. Mais cette démarche a aussi un intérêt pour la police. Elle demande à tous ceux qui entendent cette histoire, et plus particulièrement à ceux qui connaissent cet homme, de se manifester auprès des autorités. L'important désormais est d'avoir le plus de renseignements sur lui, de signaler la moindre information qui pourrait aider les enquêteurs à comprendre le fond de cette histoire. La famille a déclaré qu'elle continuera à laisser le processus judiciaire se dérouler et qu'en tant que famille, elle continuera à aimer et soutenir leur fils et leurs frères. Au nom des victimes, la famille Kohberger a déclaré les choses suivantes. D'abord et avant tout, on se soucie profondément des 4 familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer la tristesse qu'on ressent. Nos prières sont chaque jour pour ces familles. Aujourd'hui, Bryan Kohberger continue de nier ce qui lui est reproché. Il a été extradé dans l'Idaho, dans une prison de Moscou, à seulement quelques minutes du lieu des massacres. Son avocat, M. Labarre, dira les choses suivantes. M. Kohberger est calme. Il est impatient d'être exonéré de ses accusations et attend avec impatience de résoudre ses problèmes le plus rapidement possible. En outre, la famille Kohberger coopère pleinement avec les services de police, dans le but de rechercher la vérité et de préserver la présomption d'innocence de leur fils, en évitant les conclusions hâtives ou les hypothèses erronées. Il serait seul dans une cellule, surveillé 24 heures sur 24 par des gardes pour sa sécurité. Même avec un suspect inculpé, le travail des forces de l'ordre est loin d'être terminé, ont déclaré les procureurs. Ce n'est pas la fin de cette enquête. En fait, c'est un nouveau départ, dit l'un d'eux. James Fry est le chef de la police de Moscou. Il déclare que la loi de l'État de l'Idaho limite les informations qui peuvent être divulguées au grand public en attendant son jugement. Même si Bryan Kohberger est déclaré officiellement coupable par la justice, il risque gros. Les accusations qui pèsent sur lui le résument en quelques mots. 4 chefs de meurtre au premier degré, ainsi qu'un cambriolage. Et en Idaho, il faut savoir que la peine de mort existe encore. Pour terminer, voici une déclaration de l'université d'Idaho en deuil de ses 4 élèves. Les cours d'autodéfense, de vigilance, de sensibilisation au harcèlement, de relations saines et plus, ainsi que la distribution d'équipements de sécurité individuelle se poursuivront comme prévu. Du personnel de sécurité supplémentaire a été ajouté à l'équipe de sécurité de l'université. Et les forces de l'ordre local augmenteront les patrouilles sur le campus et dans les quartiers voisins. Ainsi se termine l'affaire sur Bryan Kohberger. Déjà dans un premier temps, est-ce que pour vous il est vraiment coupable? Dites-moi. Est-ce que vous pensez que cet homme qui se tient là a pu commettre 4 meurtres aussi horribles? Parce que si tout le monde s'est trompé à son sujet, ça va faire un énorme scandale. C'est une affaire très sombre, encore remplie de zones d'ombre. Quand on ne sait pas toute la vérité, ça fait peur, je trouve. Enfin bon, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Sachez qu'il est fort possible que je réalise une suite à celle-ci. S'il y a du nouveau et que l'affaire prend une autre ampleur, je pense qu'une partie 2 sera nécessaire. Comme ça, je vous tiendrai au courant de tous les nouveaux éléments de l'enquête, etc. Concernant les 4 victimes, puissent-elles reposer en paix, et on souhaite beaucoup, mais beaucoup de courage aux familles qui traversent cette épreuve. Dieu sait à quel point ça doit être dur, donc beaucoup de courage, beaucoup de force. Mes amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle affaire. C'était Mogota.